Et je vais me présenter. Donc, je m'appelle Antoine, j'habite en Bourgogne et je travaille pour une association qui s'appelle Make Sense, qui a pour but d'inspirer et d'outiller des citoyens, des entrepreneurs sociaux et des organisations à construire des sociétés plus justes et durables. Donc, on faisait plein d'événements de sensibilisation, d'accompagnement, de projets associatifs ou entrepreneuriaux qu'on a dû évidemment arrêter à cause de la nécessaire distanciation physique. Mais on pense par contre que ce n'est pas bien qu'il y ait de la distanciation sociale et que c'est au contraire le moment ou jamais de faire des actions collectives, de serrer les coudes et de comprendre ce qu'on peut faire ensemble. Donc, on a lancé une Make Sense TV sur laquelle vous pouvez tous les jours voir plein de choses vraiment très, très différentes. Je vais vous donner par exemple le programme de demain. Si j'y arrive, hop. Le programme de demain, par exemple, il y a Camille qui va nous expliquer comment on peut faire un drive fermier. Il y aura quelqu'un qui nous explique quelle est la situation sanitaire dans je ne sais pas quel pays sud-africain. Il y a des cercles de parole inspirés du travail qui relie de John Amassi. Il y a une conférence sur l'habitat léger et réversible. Donc voilà, il y a à la fois des choses pour l'inspiration, des choses pour passer à l'action et vous pouvez vous-même aussi, si ça vous intéresse, vous former et animer des émissions participatives sur cette web TV. Voilà. Moi, je me suis présenté et vous, qui êtes-vous? Donc, je vais vous poser deux, trois questions et donner deux, trois consignes aussi. Donc, on est déjà 26 et ça risque de monter au fur et à mesure. Donc, la règle, c'est que par défaut, quand vous arrivez, votre micro et votre caméra sont désactivés. N'activez pas votre caméra si vous n'avez pas envie qu'on voit votre tête. N'activez votre micro que quand on demande s'il y a des questions. Et même encore mieux, on vous encourage vraiment, je vous activerai votre micro et je vous donnerai la parole. N'hésitez pas à écrire un maximum de questions sur le chat. Vous avez d'ores et déjà, vous pouvez écrire sur le chat, n'hésitez pas à préciser, envoyer à tout le monde, sinon seule la personne sur laquelle vous avez cliqué risquera de voir votre message. Et donc, vous pouvez préparer vos questions, vos peurs, vos craintes sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain à Thibaut, à Laurie et peut-être à d'autres intervenants surprises qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Voilà, Thibaut, merci de bien vouloir montrer l'exemple en disant bonjour. Bonjour Vincent. Alors, déjà, moi, je me suis présenté. Je vais vous demander de vous présenter, mais vu qu'on est déjà 30 sur le… On ne va pas tous parler en même temps, ça va complètement faire planter Zoom. Je vais demander, est-ce qu'il y en a certains qui passent beaucoup plus de temps à cuisiner depuis qu'ils sont confinés? Enfin, d'ailleurs, tout le monde n'est pas confiné. Par exemple, Thibaut. Donc, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous passez plus de temps à cuisiner ou pas. Il y a eu des gens qui… Il y a eu dans des quartiers où avant tout le monde était allergique au gluten, les stocks de farine ont disparu. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui galèrent pour s'approvisionner en bons produits? Parce que le seul commerce à 1 kilomètre de chez eux, c'est un Lidl, par exemple. Ok. Les gens, ouais. Tout le monde cuisine. Difficile de trouver des œufs et de la farine. Allez, ça y Et est, tu sais à quoi, nous, il l'ancienne. y avait un de mes petits producteurs, il faisait des œufs et il venait de lancer, et c'est pas fait exprès, il venait de s'acheter une meule de pierre, et du coup il commence la farine, et alors que c'était déjà un des seuls producteurs d'œufs, donc du coup le mec il avait tout compris, quoi, tu vois, c'était des gens qui galéraient avant, et d'un jour au lendemain, c'est le roi du pétrole. Ça dépend des produits. Mathieu, je suis intéressé pour que tu nous dises c'est quoi les produits sur lesquels tu galères de t'approvisionner. Mais Très pour facile. œufs et farine, moi j'ai eu des retours des États-Unis et c'est aussi les deux produits qui ont disparu en premier, pareil au Canada. Il y a eu un vrai Ok. engouement œufs-farine et on aura sûrement l'occasion d'en parler pendant le live. Mais comme il y a eu des restrictions d'exportation de pays qui sont les principaux fournisseurs de blé dans le monde entier, on a peur qu'il y ait certaines tensions sur ce type de produit-là à moyen terme, à savoir l'automne. Ok, bon, et ben moi je vais filer m'acheter une poule du coup, hein.
Ah bah, il faut y aller là, il faut sauver Très les bien. petites poules. Alors, le bon plan, c'est de sauver des poules de la réforme. Moi, j'ai eu le nez, j'en ai sauvé trois avant le début du confinement. Je ne savais pas qu'il allait y avoir un confinement à ce moment-là. Et du coup, nous sommes les heureux propriétaires de trois poules avec mes colocs qui font des œufs tous les jours, trois œufs tous les jours. Donc, c'est plutôt pratique. Super. Est-ce que tu peux nous mettre le lien de comment on fait pour acheter des poules, sauver des poules de la réforme Yes, sur pas de le souci. chat, Laurie, ça serait super. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que, il y en a dans le chat qui se posent des questions, qui s'inquiètent un peu sur la suite, c'est-à-dire est-ce qu'on va connaître des pénuries alimentaires? Moi, j'en parlais avec le gars d'Ethicamundo et lui, il est persuadé que dans 3 mois, en fait, le Covid, ce sera rien à cause de la crise sanitaire, de la crise alimentaire, pas forcément en France, mais surtout dans d'autres pays. Donc, n'hésitez pas à écrire sur le chat si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes sur la suite. A Tu priori, cette voudras, question Tinou, fait que un je gros commence plouf. sur un... Tu veux que je commence justement sur cette question, Tinou, ou tu veux d'abord commencer Je sur termine Thibaut. encore, je continue à poser 2-3 questions pour que les gens puissent se présenter sur le chat. J'aimerais savoir si sur le Yes. chat, il y a des gens qui sont agriculteurs ou Ah oui, bonne agricultrices question. Ou jardinier. ou jardiniers. Alors moi, ça m'intéresse de savoir si, vous êtes agriculteur, si vous êtes restaurateur ou restauratrice, si vous bossez dans l'alimentation au sens large. Euh, Pas agriculteur, ok. Et je suis… Léa. Écoute, Léa, je suis partant. Si tu veux bien nous expliquer dans le chat un peu ce que tu fais dans l'alimentation, ça t'intéresse. Ok, les gens s'inquiètent des conditions d'accès à l'alimentation correcte, quantité et quantité de tout le monde. La pauvreté va faire un bond avec la crise sanitaire. Ok. Et enfin, quelqu'un qui travaille pour le Drive tout nu, un Drive zéro déchet qui travaille en circuit court à Toulouse. J'en ai beaucoup entendu parler. Ah, trop bien. Ok, et on a Paola Munier qui avait travaillé aussi un peu chez Make Sense, qui est jardinière chez elle et qui travaille chez Nature en Ville, agriculture urbaine et biodiversité. Ok, merci Léa et Paola. N'hésitez pas aussi, on vous passera la parole au fur et à mesure de la conférence. Et enfin, Beefsteak aussi, alimentation de Vincent. Génial, merci beaucoup. Et enfin, j'aimerais savoir à peu près où vous êtes toutes et tous qui êtes présents sur cette conférence en ligne. Si vous voulez bien écrire où vous êtes confinés, dans quelle ville et tout ça. Ça me rendrait un grand plaisir. Paris, Bayonne, Saint-Quentin, Bruxelles, Louvain. Thibaut a fait marcher la connexion belge. Il y a plein de gens de Bruxelles. Super. Alors, on va commencer. Je te passerai la parole juste après, Laurie, si ça te va. Mais comme ce qu'on avait convenu, je vais d'abord commencer, donner la parole à Thibaut. Thibaut qui s'est mis un fond vert sans faire exprès. Euh, Thibaut, j'aimerais savoir d'abord qui tu es. Ok. Bonjour à tous et merci d'être tous présents pendant cette petite heure. Donc rapidement, Antoine m'a demandé de me présenter par rapport à ce que avant terroriste finalement ce qu'on appelle terroriste. Donc j'ai fait des études d'ingénieur à la base. J'étais pas un très bon ingénieur, j'étais un peu trop large dans mes intérêts. J'ai passé 4 ans donc après ça à travailler en consultance. Dans un cabinet de conseil. Voilà, faire toucher un peu à tout. Et puis, sur la fin de ces 4 ans, j'étais un peu au bout de… voilà, je trouvais que je n'étais pas un très bon consultant non plus et j'étais intéressé par plein de choses et notamment l'économie circulaire. À ce moment-là, j'étais très intéressé par ça. J'étais encore très fort dans le modèle. Pour moi, l'économie circulaire, c'était un peu une solution au capitalisme, etc. J'étais encore très naïf. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. Et à ce moment-là, j'ai rencontré aussi la structure Make Sense. J'ai commencé à devenir une sorte de représentant de Make Sense à Bruxelles pour essayer de fédérer des acteurs, donc des entrepreneurs de Bruxelles en économie circulaire et donc essayer de faire le lien entre eux, essayer de faire
de faire des événements autour de la mode durable, autour de tout ce qui était récupération des déchets. Par exemple, on avait organisé un festival de construction de meubles en palette pour des réfugiés, etc. Et un jour, j'ai rencontré, en fait, j'ai décidé de quitter Accenture. Donc, quand j'ai quitté Accenture, parce qu'en fait, je trouvais plus vraiment je me rendais compte qu'on ne pouvait pas vraiment changer le système de l'intérieur. Voilà, donc j'ai décidé de quitter et j'ai passé un an justement à faire ce genre de projet. Et un jour, s'est posée une rencontre avec Jean Bouteille, qui est un acteur français au niveau de la consigne. Et donc là, j'ai eu le premier projet, c'était en fait de créer une logistique de consigne à Bruxelles. Donc j'ai travaillé plusieurs mois là-dessus, puis finalement ça n'a pas été possible. Et à ce moment-là, quand j'ai décidé de pivoter dans un autre projet, j'ai rencontré quelqu'un qui avait 2 épiceries bio à Bruxelles, qui était assez engagé et qui disait finalement, quand dans les épiceries, on a nos moyens d'approvisionnement, c'est des grossistes, qui ne sont pas nécessairement des mauvais projets, mais les grossistes en bio, maintenant, c'est quoi? C'est fournir des produits bio au magasin parce que la demande augmente. Et donc, ça veut dire simplifier tout. Et donc, on va chez des gros producteurs et en fait, on va vers ce qu'on appelle le bio-industriel. On y reviendra par après. Mais donc, il y avait déjà une envie de magasins, de restaurants aussi, d'avoir des produits bio, de petits producteurs, etc. Et donc, c'est créer l'envie d'avoir une structure pour les professionnels, un peu finalement similaire à ce qui se passe dans les AMAP en France, les GAZAP en Belgique, les groupes d'achat partagés, les ruches qui lui finalement aussi, qui sont toutes des initiatives en B2C, c'est-à-dire que c'est le producteur vers le client, etc. Mais on s'est dit, mais pourquoi on ne peut pas non plus trouver une solution pour les professionnels, c'est-à-dire des professionnels qui disent, nous aussi, on veut acheter des bons produits, on ne peut pas payer le même prix, effectivement, qu'un client final. Donc, il faut trouver une sorte de solution optimisée entre les deux. Et c'est comme ça qu'on a lancé Terroiriste, dont l'idée était de faire ce lien, donc de créer une distribution entre des maraîchers, donc à la base, c'était que des maraîchers, maintenant, on a aussi des produits d'épicerie, de vraiment travailler en maintenant aussi une transparence, c'est-à-dire de dire, voilà, en fait, tu achètes un produit à un producteur. Donc, la première chose que les gens voient quand ils commandent un produit chez Terroiriste, ils voient le nom du producteur à gauche. C'est la première chose qu'ils voient sur la ligne. Et donc, l'idée n'était pas tellement importante finalement, c'était l'opérationnalisation. Donc, c'était de voir est-ce qu'on arrive à créer un projet qui tient la route économiquement, mais qui permet effectivement à des professionnels de s'alimenter en produits qualitatifs et sans non plus de demander des prix trop bas aux producteurs. Ok, donc, super. Voilà. Aujourd'hui, vous livrez combien de magasins? Vous avez combien d'employés? Vous avez votre réseau de combien de producteurs? Alors, si on prend les magasins, on a une dizaine de magasins, on va dire, un peu plus maintenant avec la crise Covid, on en parlera, mais du coup, on a dû un peu activer de nouveaux clients. Mais à la base, on dirait, je vais dire qu'il y a une quarantaine de magasins de restaurants, qui commandent au moins une fois toutes les 2 semaines. Ça, c'est en restaurant, donc 40. Et les magasins, c'est environ entre 10 et 15 magasins bio / épicerie. Et puis quelques professionnels aussi qui achètent certains produits spécifiques, donc des transformateurs, par exemple, qui nous achètent certains produits spécifiques aussi parce qu'ils sont intéressés par des produits de qualité. Je pense à des flocons d'avoine d'Alain Roger en Bourgogne, etc., qui est un producteur très engagé, etc. Donc voilà, au terme d'employés, on en a 5. Donc on est 2 associés, 5 employés. On a aussi un sous-traitant qui lui-même fait travailler une petite équipe pour nous. Et à côté de ça, donc on fait je pense que l'année passée, on part sur un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros par an. Donc okay. Voilà. Et comment vous avez été impacté par cette pandémie? Est-ce qu'il y a des producteurs qui sont en rupture de stock? Est-ce que vous avez, les restaurateurs, qui ont fermé, est-ce que ça vous a impacté durement? Qu'est-ce qui se passe exactement pour vous?
Alors, le premier impact, évidemment, c'est tous les restaurateurs qui ont fermé. Donc, du jour au lendemain, en fait, on perd en termes de clients, c'est plus que la moitié, mais en termes de chiffre d'affaires, plus ou moins la moitié. Où on se dit, bah, OK, on a déjà annulé des commandes en cours parce que nous, on est sur un délai de commande un peu plus long parce qu'on travaille en flux tendu avec les producteurs, etc. Donc ça, c'était le premier stress, c'était arriver à trouver des acheteurs pour les produits qui étaient déjà commandés. Ensuite, il a fallu se dire, bon, nous, on a quand même un dépôt, donc un certain loyer, on a une structure, on a des coûts fixes maintenant qui sont… je veux dire, si c'était arrivé il y a 2 ans quand j'étais tout seul et que je faisais tout, c'était pas très grave parce que bon, voilà, je me serais adapté, il n'y avait pas tellement de… Il y avait peu de risques. Ben, maintenant, nous, avec, ça fait 3 ans qu'on existe et donc on a dû faire des investissements, etc. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ben, il faut qu'on avance. Donc, voilà, on réduit son salaire pour essayer que tout le monde soit bien payé. Et puis, on part à la chasse aux clients. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir des gens que je connaissais, où on se connaissait bien, ils connaissaient Terroirisme, mais que je n'avais pas vraiment poussé parce que on est dans un projet ici qui grandit, mais je n'ai jamais voulu grandir trop vite parce que le but, c'était que ce Terroirisme soit un modèle durable, qui tienne, et donc on ne voulait pas faire une croissance exagérée, même si on grandissait déjà bien. Et donc là, j'avais besoin entre guillemets, de continuer à travailler, de faire venir les produits des producteurs, etc. Et donc, on a activé quelques gros magasins qui ont accepté, au moins déjà pendant la crise, de nous soutenir et donc de prendre les fruits et légumes chez nous. Donc ça, c'était la première chose, pour augmenter pour arriver à remonter un peu les ventes. La deuxième, c'est qu'en fait, les magasins avec qui on travaillait déjà, et ça, c'est quand même un des aspects positifs de la crise, c'est que vu que les gens se retrouvaient à la maison, ils ne mangeaient plus à la cantine, ils mangent plus… Enfin, les enfants ne mangent plus à la cantine, les parents ne mangent pas sur le temps de midi au travail, bah, tout le monde cuisine chez soi. Et donc les gens vont dans les magasins du quartier. Et puis quand ils ont un magasin en plus bio, ils se disent on va aller dans un magasin qualitatif. C'est ça qui a fait, on pourra en parler après, mais qui a fait que les pénuries étaient créées par ça. En fait, c'est qu'il y a des canaux pour plein d'aliments et en fait là tout le monde s'est retrouvé sur un seul canal qui n'était pas prêt. Et donc ces magasins ont eu aussi du mal à se faire livrer parce qu'on n'est pas le seul le distributeur des magasins, on a un petit distributeur de niche. Et donc leurs autres distributeurs, en fait, des fois les ont un peu, enfin pas laissé tomber, mais les autres distributeurs étaient débordés et donc ils ont d'abord servi les gros. Et donc du coup, nous étant petit acteur, on a dit non, vous êtes tous importants pour nous, on est une petite structure. Donc en fait, pour certains petits magasins, on a pu vraiment les aider à continuer à avoir des produits. On parlait des œufs tout à l'heure. Moi, ceux qui prenaient des œufs depuis le début, ils ont continué à en avoir parce que voilà, moi, mon producteur, il fait encore des œufs. On a toujours bien travaillé ensemble de manière correcte, avec un respect mutuel, en payant correctement, etc. Donc, on a continué à avoir des œufs. Donc ça, c'est un peu l'avantage de travailler dans des projets comme les nôtres, c'est que vu qu'on travaille dans le respect des uns et des autres, en temps de crise, on ne nous lâche pas non plus. Très important. Du coup, quand on a réussi à construire un réseau de confiance, c'est des réseaux qui tiennent le coup quand il y a des chocs. Dernière question, tu disais pour toi, Thibaut, tu parlais des types et des tailles de réseaux de distribution et il y a quelque chose, toi, qui te questionne pas mal, c'est le prix en fait, que les gens sont prêts à mettre pour des bons produits et aussi, comment dire, l'industrialisation et la cartélisation du bio qui font qu'en gros, des petits acteurs auront du mal à rester indépendants et voilà, et parfois, ils se retrouvent embêtés par des gens qui cassent les prix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment aussi qu'est-ce que ça va changer dans la crise, ça? Ouais, c'est deux sujets. Alors, oula, il y a un… Ah oui, voilà. Donc, il y a deux sujets là-dedans qui sont liés. Donc, comme tu dis, on va appeler ça le bio-industriel pour simplifier. Et alors, la notion du prix, c'est intimement lié. Nous, notre combat avec Terroiriste, c'est clairement de dire on n'est pas les moins chers, on n'est pas toujours les plus chers non plus, surtout en saison. En fait, le problème, c'est que le juste prix, c'est très compliqué. C'est-à-dire que le juste prix pour un producteur qui se spécialise et qui fait 3 légumes, genre, je sais pas moi, carottes, panais et céleri rave, il se spécialise, il achète des machines et pour lui, même en bio, il
il peut descendre à des prix au kilo qui sont des fois 30-40% moins chers qu'une structure même qui est déjà un peu spécialisée, enfin qui est déjà un peu mécanisée et qui a peut-être 20-30 hectares et qui fait ces produits-là notamment avec d'autres, et encore plus qu'un petit maraîcher. Maintenant, nous, on n'est pas naïfs non plus. Quand on travaille avec des magasins, des professionnels, on ne peut pas non plus travailler avec des gens qui sont sur un demi-hectare en permaculture, etc. Donc nous, on est entre les deux. Donc on essaye de travailler sur un modèle un peu de transition et voir un peu ce que les producteurs font à leur échelle. On essaye de ne pas trop juger non plus parce qu'il y a des gens qui disent le bio, effectivement. Le bio en soi n'est pas une fin. Je veux dire, l'idée, c'est comment les gens réfléchissent le rapport à la terre, le rapport à la production. Et ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'en fait, avant, je pense qu'il y a 10 ans, le prix du bio était à un certain prix. Ça permettait à des maraîchers de se lancer et d'y arriver. Sauf que maintenant, en fait, les prix ont diminué parce que la demande pour le bio a augmenté. Du coup, des gros producteurs se sont convertis. Et en fait, on arrive avec des produits et alors, donc, ils peuvent vendre moins cher. Il y a des structures qui assument complètement en disant notre but, c'est de donner du bio pas cher, etc. Donc, ce qu'on appelle la démocratisation du bio, qui est pour moi est l'inverse d'une démocratisation. Parce qu'en fait, la seule chose que ça fait, c'est faire ce qu'on a fait dans le conventionnel il y a 30 ans, c'est industrialiser le monde de la nourriture. Et donc, en fait, les seuls qui s'en sortent là-dedans, c'est les énormes structures et ce n'est pas du tout résilient. Et surtout, après, de l'autre côté de la chaîne, il y a des magasins, même qui paraissent indépendants, qui sont très instagrammables, etc., et qui jouent là-dessus, qui font soi-disant des marchés. Et alors, les prix sont super bas, et alors on communique sur un ou deux petits maraîchers, mais à côté, c'est du bio-industriel qui fonce, et surtout, ça habitue les gens à payer moins cher. Alors qu'il y a 5 ans, les gens auraient payé le prix qui était le prix du bio, parce que finalement, même quand c'est un peu plus cher, le prix des fruits, légumes, des céréales, c'est pas ça qui à la fin du mois fait qu'on ne se retrouve pas, sauf pour certaines parties de la population, et pour eux il faut trouver des solutions. Mais je trouve que beaucoup de gens, quand moi je parle avec des gens des prix, c'est pas souvent les gens qui ont le moins de moyens qui se plaignent des prix, c'est des gens qui ils arrivent dans un magasin et ils comparent le prix des carottes, des choses, etc. Et donc souvent dans ces magasins-là, en fait ils savent très bien ça, et donc ils prennent des produits genre des carottes, des tomates, etc. Ils baissent les prix, après ils prennent plus de marge sur le reste, mais ils disent de toute façon c'est que ces produits-là que les gens vont garder. Et enfin voilà, donc c'est un peu tout un système. Et juste pour finir sur l'industrialisation, je parlais tout à l'heure avec Laurie de quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment, c'est le vrac. En fait, le vrac, du fait qu'il n'y a plus d'étiquette, donc c'est très bien parce que bon, moi j'étais un des premiers déjà à l'époque, on trouvait des solutions pour le vrac, mais le problème en fait, c'est ça anonymise complètement la production. Et moi, je me suis rendu compte que nous, on fait un peu de vrac. On a des amandes, une productrice en Sicile, par exemple. On a des flocons d'avoine d'Alain Roger, je parlais en Bourgogne. Et en fait, vu que quand on est dans du vrac, on n'arrive pas à mettre ces produits-là parce que les gens dans le vrac, il n'y a que le prix qui compte. En fait, le producteur n'a plus d'importance. Et donc, le vrac, moi, je vois que c'est vraiment le point d'entrée du bio-industriel. Parce que tu viens avec des graines de lin, j'en sais rien, qui viennent de Bulgarie à 1,50 € en magasin, alors que moi, je l'achète 4,50 € au producteur en Bourgogne. Et c'est un produit que les gens, normalement, ne regardent même pas le prix de ça à la base. Parce que c'est quelque chose qu'on achète par 50 grammes ou 100 grammes. Et c'est ça qui est triste, en fait, parce qu'il suffit de pas beaucoup de différence à la fin du mois pour donner l'opportunité à un système entier de petits producteurs afin qu'ils puissent vivre. Je ne sais pas si tu me suis. Ouais, ça c'est clair. C'est un peu compliqué, mais moi, je trouve que ce qui serait intéressant, et c'est un peu mon rêve, c'est qu'un jour, il y ait une vraie étude en disant finalement combien il faudrait dépenser en plus dans un magasin pour pouvoir soutenir tout un système de petits producteurs, que ce soit dans un système comme Terroiriste ou d'autres. Enfin, voilà, nous, on a un modèle localisé à Bruxelles. J'ai un ami qui essaie de faire la même chose à Lille. Ça s'appelle Entrée d'Union. Pour l'instant, il fait surtout avec les restaurants parce que en France, les magasins sont très, très fédérés, enfin, sont très, très organisés déjà en structure et au niveau approvisionnement, c'est très difficile de rentrer dedans. Donc finalement, nous, ici en Belgique, on a de la chance de pouvoir d'avoir tout un réseau d'épiceries indépendantes qui sont intéressées par des solutions comme les nôtres. Et voilà. Donc, ok. Thibaut, peut-être que Laurie… ah bah zut, j'allais la mettre en vedette et puis elle a disparu. Laurie, justement, avait envie de rebondir sur cette histoire de prix et le juste prix de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Laurie?
Carrément. Déjà, moi, je voulais commencer par rappeler qu'en France, dans les années 60, on dépensait 35% de notre budget à l'alimentation contre 20% seulement en 2014. La question du coup de la démocratisation de la nourriture, elle est hyper importante parce qu'en fait, finalement, le prix, comme l'expliquait très bien Thibaut, c'est un peu ce qui est utilisé par les détracteurs du bio où le bio, maintenant, c'est quand même devenu un label avec toutes les dérives industrielles que Thibaut a pu citer, ou tout simplement en fait de la nourriture qui est produite, cultivée dans le respect du vivant. Et en fait, on nous oppose souvent, oui, mais ce type de nourriture-là est plus cher, donc injuste. Alors qu'en fait, si on regarde la nourriture industrielle et l'agriculture industrielle, c'est une agriculture qui est complètement subventionnée en Europe par la politique agricole commune. Donc, pour expliquer un petit peu ce que c'est que la PAC, c'est la subvention européenne. La France en est largement bénéficiaire, qui maintient l'agriculture industrielle à flot, il faut quand même le savoir. Il y a 2 piliers dans la PAC. Le premier pilier qui est vraiment consacré à l'agriculture industrielle, qui est le plus important et qui va donner des aides en fonction de la taille des exploitations agricoles. Donc, plus tu as d'hectares, plus tu as des sous. Et c'est ça qui va favoriser les systèmes de monoculture qui dépendent d'intrants chimiques. Et il y a le deuxième pilier qui est censé soutenir une agriculture plus respectueuse du vivant, qui est tout petit. Et là, en ce moment, il y a un grand enjeu autour de la renégociation de la PAC. Le Covid, du coup, nous a fait gagner du temps parce que tous les débats sont déplacés. Et il y a une consultation publique, je vous mettrai le lien. Tous les citoyens de tous les pays du monde peuvent, enfin de tous les pays européens, peuvent y participer et donner leur avis sur ça. Et puis, il faut aussi rappeler que quand on parle du prix de la nourriture, il y a tout ce qui va autour. C'est-à-dire qu'on ne paye pas que pour avoir une carotte, on paye pour avoir une carotte produite dans une terre qui ne va pas être détruite par la chimie, pour avoir une maison qui ne va pas être arrosée de pesticides et pour aussi soi-même être en bonne santé. Parce qu'il y a quand même un truc très injuste de dire, oui, les gens plus pauvres, pour qu'ils aient accès à de la nourriture, on va leur donner en gros de la merde, hein, désolé pour le mot. Et du coup, ils vont manger des denrées alimentaires premier prix, des trucs infâmes en conserve, parce que voilà, c'est accessible financièrement, c'est bien, on nourrit tout le monde. Non, en fait, nourrir tout le monde, ça veut dire prendre soin de tout le monde. Et prendre soin de tout le monde, ça veut dire que tout le monde ait accès à une nourriture qui soit respectueuse de la santé, de l'environnement et du vivant. Super. C'est très bien. Il y a Caroline, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui a une question. Il dit, Thibaut, j'ai vu que vous aviez aussi des produits de plus loin, par exemple des courgettes d'Espagne. Quelle est votre relation avec eux et c'est quoi l'impact du Covid-19 sur cette relation? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est chouette que ça arrive naturellement. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a été chercher peut-être sur Instagram ou quoi. Donc, ça, c'est cool. En fait, justement, dans le milieu de l'alimentation, il y a tout un aspect tout le monde fait toujours des hashtags local, bio, machin. Alors, nous, on a commencé vraiment avec du local, etc. Donc, on a nos maraîchers avec qui on travaille et on vend essentiellement leur production. Maintenant, on s'est rendu compte que dans une structure comme la nôtre, pour répondre aux magasins, aux restaurants, il fallait qu'on complète un peu et surtout, bon, maintenant on rentre dans la période, pour ceux qui sont un peu proches de l'agriculture, surtout en Belgique, parce qu'en France, vous avez quand même le Sud qui produit déjà. Mais nous, finalement, là pour l'instant, les champs sont vidés. Ça, on fera la parenthèse après, mais l'avantage du Covid-19, c'est que du coup, on a acheté beaucoup plus chez les producteurs pour poursuivre. Donc, en fait, là, les champs se sont vidés plus vite que prévu. Et maintenant, il faut attendre que ça pousse. Donc, on est dans la période creuse. Et donc, nous, c'est quoi notre… on s'est dit, OK, il faut compléter, mais on ne veut pas compléter n'importe comment. Donc, même quand on a des produits de l'étranger, nous, on ne travaille que de l'européen. Le seul produit non européen qu'on a, c'est des fruits secs qui viennent d'une ONG en Ouganda. Donc là, on est plutôt dans du fair trade. Mais dans le frais, on est vraiment que sur de l'européen. Et alors, on travaille avec des producteurs qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on n'achète pas dans une criée via une centrale, par exemple, Sylringis. On a, en l'occurrence, un producteur en Espagne, c'est une coopérative qui s'appelle Guadalhorce, qui est en Andalousie et qui, eux, ont leur propre production et travaillent avec des producteurs qu'ils connaissent, etc. C'est des gens assez engagés. On s'approche pour certaines productions de l'agroécologie.
Et donc, on n'est pas du tout sur le bio Splendel classique. D'ailleurs, on paye beaucoup plus cher que des produits qui viennent de ce qu'on voit en général à Almeria. Et nous, notre optique, c'est qu'on travaille avec des gens aussi qui sont sur place et qui font le lien et qui aussi veulent se battre contre cette image de dire que finalement, en Espagne, c'est que des trucs de merde, etc. Il y a effectivement toute une production qui n'est pas très, très belle, mais à côté de ça, il y a des producteurs qui travaillent bien. Et le pire, c'est qu'en fait, alors avant le Covid-19 en tout cas, la demande pour le bio en Espagne n'est pas très grande. Et donc finalement, ils n'arrivent même pas à vendre sur place. Et donc heureusement qu'il y a des gens comme nous qui sommes intéressés par les produits. Et par exemple, pour les courgettes, pour répondre à la question de Caroline, on travaille les courgettes et les tomates quand ils en ont, et seulement de serres non chauffées. Donc, parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en Belgique, comme en France, il y a plein de structures qui font des grosses fermes, qui font des tomates, des courgettes. Là, elles commencent à sortir maintenant, là, des premières aubergines, en serre chauffée. Et nous, en fait, bon, déjà, je suis ingénieur en thermodynamique, notamment en thermodynamique, et l'impact énergétique de cultiver des légumes quand ce n'est pas leur saison, à part certaines solutions où tu as de la récupération de chaleur, etc. Mais bon, voilà, on va mettre ça de côté. C'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout efficace. Donc, si des gens disent je veux des aubergines, des tomates avant le mois de juillet, où en fait en Belgique ces produits-là sortent chez nos maraîchers, on préfère les prendre dans une structure qui travaille bien en Espagne, en sachant que ça va financer des projets là-bas, ça va peut-être permettre d'augmenter la surface cultivée par des gens qui travaillent bien par rapport à des industriels, et surtout que plutôt que de prendre une tomate qui a grandi dans une serre chauffée, donc qu'on a chauffé en janvier quand il faisait 0 degré, en termes d'efficacité énergétique, ça n'a aucun sens. Et donc nous, voilà, ça va des fois un peu à l'inverse à l'encontre, parce que les gens disent on veut du local, et je fais oui, mais en fait il faut réfléchir un peu plus que ça. Dire, si tu veux du local, mange une tomate seulement en juillet, ou sinon nous on va trouver la solution qui nous paraît la plus acceptable et celle qui a le plus de sens. Et voilà, c'est notre position. Thibaut, j'en profite là sur cette question du local qui est un peu intéressante. C'est que j'aimerais bien que si Laurie pouvait nous… on a des super questions, on les posera après, parce que là, j'aimerais bien que Laurie nous fasse un petit état des lieux. Je sais qu'elle s'est pas mal renseignée sur où en est l'état des lieux des flux de marchandises, en fait, à cause du Covid. Je sais qu'à un moment, il y a eu énormément de gaspillage à cause de la fermeture des restos. Juste après, il y a une pénurie parce que tout le monde s'est rué et a fait des provisions. Je sais qu'il y a des stocks de lait incroyables qui sont en train de pourrir dans des entrepôts parce qu'on ne peut plus les exporter. On en est où en termes de justement import, export, et comment tout ce système un peu foufou quand même s'est retrouvé un peu à l'arrêt à cause du Covid, Laurie? En fait, du coup, ce qui se passe en ce moment avec le Covid, c'est qu'il met vraiment en exergue les dysfonctionnements de notre société. Et ça s'est d'abord manifesté dans notre système alimentaire, donc à la fois la production, mais surtout, dans le cas présent, la distribution de la nourriture. Parce que l'initiative de Thibaut, elle est formidable et incroyable. Et malheureusement, elle est encore minoritaire, que ce soit en Belgique ou en France. Et en fait, quand les annonces de confinement ont été annoncées, il y a vraiment eu ce mouvement de panique des populations qui est tout à fait légitime. Hein. C'est très humain et primaire d'avoir peur de manquer de nourriture. Donc, on a vu des gens se ruer dans tous les pays du monde, hein, pas que la France, mais au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les gens se sont tellement rués, par exemple, sur les pâtes, le savon, le papier toilette, qu'il y a certaines enseignes commerciales qui ont carrément imposé des restrictions sur ces articles-là pour que les gens n'achètent pas plus que nécessaire. Et en fait, ça a provoqué un premier point de friction et de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Et le deuxième point de friction et de rupture, c'est comme tu le décrivais, Tinou, le blocage des échanges internationaux et la limitation en fait des transporteurs, parce que du coup il y a plein de routiers qui à juste titre n'ont plus du tout envie de faire des milliers de kilomètres toutes les semaines pour transporter de la nourriture, parce que eux aussi se sentent en danger. Et en fait on l'a même vu aussi avec la réaction du gouvernement français qui était de favoriser le supermarché comme moyen de distribuer de la nourriture au détriment des marchés ouverts dans un premier temps. Il y a une levée de bouclier en France de la Confédération paysanne et puis de plein d'orgas paysannes de toutes sortes justement pour expliquer que non, les marchés ouverts étaient beaucoup plus safe en termes sanitaires que les supermarchés. Et là, dans le monde entier, la situation, très franchement, elle est à risque. Vraiment, je le dis à tout le monde avec
beaucoup de sincérité et d'inquiétude. Pas plus tard qu'hier soir, j'avais Philippe Desbrosses, qui est un agronome que Thibaut, tu dois sûrement connaître, qui travaille à la ferme de Sainte-Marthe en Sologne, qui est un conservatoire de semences anciennes. Et on est beaucoup à s'inquiéter que la crise sanitaire soit suivie d'une crise alimentaire cet automne. Pourquoi? Parce que donc, il y a ces premiers points de friction à cause de la logistique. Et puis, on assiste aussi à un repli des puissances des pays, des États, qui bloquent leurs échanges internationaux. Donc, on a par exemple le cas du Kazakhstan. Le Kazakhstan, lui, il a carrément arrêté d'exporter du blé. Le Vietnam a arrêté d'exporter du riz. La Russie a imposé des restrictions, pareil, sur l'export de blé. C'est pas rien, hein. La Russie, c'est le premier exportateur de blé. Le Vietnam, c'est le troisième exportateur de riz au monde. Et à tel point qu'il y a les Nations Unies qui ont lancé une alarme pour demander au gouvernement de ne pas avoir ce réflexe de repli sur soi. Parce qu'en fait, là, actuellement, notre système alimentaire, il est tellement ultra mondialisé et interdépendant les uns des autres que s'il se passe ça, clairement, oui, ça va être l'angoisse en automne. Et tu parlais, Tinou, des productions qui sont jetées, qui stockent, qui moisissent. Bah oui, ça fait partie du problème, ça fait partie de ce point de friction sur la logistique, du fait que les États sont tellement déjà débordés dans les hôpitaux qu'ils ont du mal aussi à gérer en plus le suivi alimentaire et à se mettre tous d'accord les uns les autres. Enfin, c'est tout bête, mais on le voit avec les masques. Il y a les États-Unis qui ont récupéré les masques à la France sur le tarmac de l'aéroport. D'autres pays pareils qui vont se tirer dans les pattes pour avoir des masques. Il ne faut pas se leurrer, hein. Pour la nourriture, quand ça va commencer à manquer, ça va être pareil. Donc là, on est au printemps. C'est le moment des semis. Mon conseil à tout le monde, c'est de faire des potagers parce que vraiment, on va en avoir besoin. Il n'y a pas assez de petits producteurs en France pour assurer tout le monde en nourriture s'il y a un vrai problème dans la chaîne d'approvisionnement de nos systèmes alimentaires. Ok, ça c'est très bien, merci Laurie. Il y avait, moi je connais bien assez bien Philippe Desbrosses avec qui j'avais monté un projet notamment sur les semences libres. La tribune notamment que Camille Labro vient de partager là, qui est vachement bien sur la sécurité alimentaire, Yes, elle est top cette tribune. signée par Etika Mondo. Et moi je parlais avec Boris d'Etika Mondo qui disait aussi, mais en fait avant notre agriculture, qu'on dit même en local, en fait, c'est pas tout à fait local parce que notre viande, par exemple, parfois est alimentée par du soja brésilien en grande partie, ou nos asperges et nos fraises sont cueillies par une main-d'œuvre polonaise qui aujourd'hui ne peut plus venir cueillir à bas prix, faire ses récoltes. Et aujourd'hui, alors peut-être Thibaut, tu pourras aussi rebondir après Laurie sur le fait en fait, il y aurait un déficit de main-d'œuvre de 200 000 personnes en France pour pouvoir continuer à faire tourner l'agriculture. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Yes, en fait, donc, Tino, c'est ce que tu décrivais. En gros, dans les grandes exploitations, le moment des récoltes, elle est très souvent assurée par de la main-d'œuvre étrangère, donc notamment espagnole et roumaine, en ce qui concerne la France. Il y a le gouvernement avec la FNSEA et Pôle emploi qui ont mis en place un site internet pour essayer d'inciter les gens à remplacer cette main-d'œuvre étrangère. Et il faut savoir que si c'est des étrangers qui le font et pas des Français, c'est parce qu'en fait, c'est des conditions de travail qui sont très dures, souvent dans des mauvaises conditions. On est franchement pas loin de l'esclavage hein, en termes de conditions de travail. Ils vont travailler de 7h à 19h le soir. Ils ont des très mauvaises conventions sociales. Enfin, en fait, en gros, ça, c'est encore une fois, ça met en avant le dysfonctionnement de nos systèmes alimentaires, de la nourriture à bas prix, oui, mais en exploitant des gens, en fait. Et clairement, c'était une main-d'œuvre étrangère qui était exploitée, mais qui le faisait parce qu'elle n'avait pas de débouchés économiques dans son pays. Et maintenant qu'on n'y a plus accès, eh ben, on se rend bien compte que ce système n'était pas viable, en fait. Et donc, il y a un vrai souci par rapport à ça. Et on marche un peu sur la tête parce que il y a d'un côté où la préfecture de Seine-et-Marne, elle va carrément limite réquisitionner des réfugiés pour les mettre dans les champs. Ça s'est vu, hein, il y a un arrêté qui a été sorti. Et de l'autre côté, ils interdisent les woofers d'aller aider les fermes bénévolement. Et du coup, il y a plein de petites productions, de petites
fermes permacoles qui ont besoin d'habitude d'amis, de coups de main, de woofers qui viennent les aider là au moment de mettre en place les semis et les récoltes de printemps et qui se retrouvent à devoir tout gérer toute seule. Et pareil, ça fait plein de problèmes. Et si ces structures, ces petites fermes paysannes ne peuvent pas payer une main-d'œuvre qualifiée, ça revient au problème des subventions publiques de la politique agricole commune qui les verse aux grandes exploitations et pas aux petites structures. Et on revient sur ce que Thibaut dénonçait sur le fait qu'il n'y avait pas le juste prix pour les producteurs, où bah, du coup, comme ils sont obligés de baisser leur prix pour essayer de trouver des débouchés commerciaux, ils n'ont pas l'assise financière suffisante pour embaucher du monde. Donc oui, la question de la main-d'œuvre, c'est un autre gros point de friction sur la sécurité alimentaire d'ici l'automne. Il y a plusieurs questions assez intéressantes là sur le chat. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais il y a un site qui a été mis en place pour proposer son aide aux agriculteurs. Alors, je ne sais pas si les gens parlent. En effet, le site, c'était WheezyFarm. Mais en fait, le formulaire est parti il y a 2 semaines. Et non seulement la plupart des gens, enfin, moi, je connais personne qui a reçu de réponse. Et en plus, parmi les offres, il y avait des trucs que, en tout cas, moi, un agriculteur m'a dit que c'est un peu craignos de proposer des offres, de faire de l'élagage ou, ou conduire un tracteur à des gens qui n'ont jamais fait. Mais oui, Donc, parce en gros, qu'en c'est fait, aussi… c'est de la main-d'œuvre qui est censée être qualifiée. Enfin, la main-d'œuvre étrangère, ils savent ce qu'ils font, ils sont qualifiés. Ça fait des années qu'ils travaillent sur des exploitations agricoles. Enfin, c'est des compétences et des savoir-faire. Et on ne s'improvise pas élagueur du jour au lendemain, hein, ça c'est clair. Il y a Caroline qui vient de nous partager un super lien sur certains employeurs agricoles français refusent le travail détaché. Et en fait, c'est aussi toute l'idée d'Etica Mundo, mais aussi de la plateforme Mimosa, c'est qu'ils veulent proposer des alternatives, soit en participant à des chantiers écologiques, soit avec Mimosa en référençant les offres de travail rémunérées qui peuvent être remplis par des saisonniers occasionnels, en gros, en France. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent, en plus, dans certaines des offres de WheezyFarm, ça consistait à aller épandre des pesticides. Oui, vas-y, Thibaut. Ouais, juste pour compléter un peu, parce que et je trouve qu'il y a des gens qui disaient des choses intéressantes sur le chat, c'est que moi, j'avais parlé avec des producteurs ici en Belgique. En fait, il y a toute une série de cultures, je pense aux asperges, aux petits fruits, etc., où les gens veulent en fait engager des gens ici en l'occurrence des Belges ou en France des Français. La question c'est que effectivement c'est du travail dur. Maintenant il y a je veux dire, le travail de saisonnier peut être déclaré, il y a un salaire officiel qui n'est pas très élevé effectivement, et le travail n'est pas facile. Maintenant ça va peut-être un peu voilà, j'aime bien clivant, mais ce qui se passe aussi, c'est parce qu'il y a c'est parce que il y a 2 problèmes. Effectivement, il y a l'histoire du prix. On revient à l'histoire qu'est-ce que les gens veulent payer, mais aussi le fait en fait, le travail agricole difficile, et puis c'est pas que dans ce domaine-là, finalement, dans la société, ne veut plus être fait. Alors que si on revient au début de la conversation, à la base, on disait on dépendait peut-être 35% dans la nourriture au début du XXe siècle. Il y avait aussi beaucoup plus de paysans. Ça, c'est un sujet qu'on aborde très peu. Mais finalement, maintenant, on est en confinement, on dit c'est quoi la conséquence du Covid? C'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens qui se disent ah tiens, mais ça sert à quoi mon travail? Ou bien finalement, qu'est-ce qui est important? Parce que voilà, qu'est-ce qu'il faut pour faire tourner vraiment une société? Et en fait, on se rend compte que ce qu'il faut pour faire tourner une société, c'est la nourriture. Mais pour ça, il y a du travail physique en fait. Et c'est une grosse question. Enfin, je veux dire, c'est pas un jugement, c'est juste un constat de se dire est-ce qu'on a envie nous? Est-ce qu'on est prêt, nous, en fait, à revenir à du travail comme ça? Parce qu'il y a toute une partie des choses qui peuvent être faites grâce au pétrole. Bon, on sait très bien qu'à un moment, un jour, ça ne pourra plus le faire. Mais soit, il y a toujours des choses qui doivent se faire à la main. Et est-ce que nous, on a envie de le faire? Parce qu'on s'est créé quand même des sociétés très luxueuses, finalement. Pour une certaine partie d'entre nous, évidemment, il y a toujours des gens qui sont de côté. Et voilà. Mais pour moi, ça, c'est une question. Moi, j'ai des producteurs qui disent on n'arrive pas à trouver des gens en local. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ce n'est même pas des gens qui. Parce que même quand ils ont des gens qui viennent de Roumanie, ils leur trouvent un logement, ils essayent vraiment de faire des conditions de travail qui sont les plus acceptables possibles. Maintenant, c'est le fait que des légumes ou des fruits doivent être cultivés, enfin récoltés d'une certaine heure à une certaine heure, c'est lié à la nature et ça, c'est la réalité, qu'on soit belge, français ou
roumain, ben, en fait, il faut que ce soit fait à cette heure-là. Et donc, c'est ça qui est compliqué dans ce sujet, c'est que c'est pas juste dire, bon, ben voilà, il y a des esclaves d'un côté et autre, c'est qu'il y a aussi il y a plein de choses qu'on ne veut plus faire, nous. Et donc, on cache ça. Et voilà. Et donc, maintenant, les conséquences, c'est ce qu'on voit maintenant. Carrément. Et moi, je Ok. voudrais rebondir aussi sur ce que dit Paola, qu'en France, il y a un tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite et on ne trouve pas de repreneurs. Et bah, c'est un peu ce que tu décris, Thibaut, quoi. À la fin, on ne trouve pas de repreneurs parce que bah, le métier d'agriculteur, c'est un métier qui est quand même très difficile, très engageant et très prenant, d'autant plus pour ceux qui ont des animaux. Et on en parlait tous les deux avant le début du live. Il y a aussi beaucoup de néo-paysans qui se lancent avec plein d'idées, plein de valeurs, plein d'enthousiasme dans le maraîchage notamment, et puis confrontés à la réalité et à la dureté des conditions du terrain, et qui abandonnent, qui baissent les bras, parce que ouais, clairement, c'est des activités qui sont épuisantes. Moi, je m'intéresse beaucoup du coup à la transformation de nos systèmes alimentaires et à la façon de faire la nourriture. Et le modèle que je vois se dégager, qui me paraît être le plus pertinent, c'est des fermes collectives où il y a du coup plusieurs associés avec des exploitations qui ont des productions diversifiées, qui ne sont pas forcément sur des grandes surfaces, mais ça peut. Je pense par exemple à la ferme Ursule en Vendée. Eux, ils ont quand même 250 hectares. Ils font des céréales, des légumineuses, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza. Ils ont encore des vaches laitières, ils ont des poules pondeuses. Enfin, ils ont vraiment tout plein de choses. Et là, cette année, ils ont arrêté de faire des céréales pour nourrir l'élevage, parce que c'était ça leur premier débouché commercial à la base. Et maintenant, ils font des céréales pour les humains. Donc, c'était un peu des pionniers de la bio. Ils ont tout de suite lancé ça en 1984 et ils sont très rentables, hein. Ils sont quatre associés, ils ont 3-4 salariés, plus ils ont des saisonniers chaque été qui travaillent dans de super conditions pareilles. Donc il y a des modèles qui existent, mais en fait, ils sont à inventer en ce moment. Et je pense que le paysan tout seul dans son champ, c'est fini. Maintenant, on a vraiment besoin de fermes collectives pour que les gens ne soient plus oppressés ou trop sous stress à cause de l'activité agricole et qui puissent vraiment être solidaires les uns avec les autres. Donc là, il y a des… C'est génial, on arrive pile poil au moment que j'adore, c'est le moment où on essaye d'arrêter de trouver aussi des solutions individuelles, des sortes d'homo ecologicus, on pourrait faire une société avec des sommes de petites actions, et en fait, on commence à réfléchir à structure. Du coup, je vais vous poser deux questions. Moi, j'ai trouvé ça très enthousiasmant de voir quand même à quel point, je crois que Camille Labro, qui est présente et qui animera une émission demain sur comment elle a fait, s'est regroupé avec des voisins et des voisines et ont retrouvé un producteur sur un marché qui avait fermé et ils ont ensemble créé leur propre circuit de distribution. Donc, ça, on voit apparaître des cartes collaboratives dans plein de régions qui vont hacker parfois certains forums d'Intermarché et tout ça pour bypasser la grande distribution. Et là, il commence à avoir une sorte de conscience collective et créons nos propres réseaux de distribution. On a vu ça apparaître en France. Tu pourras nous en parler, Laurie. Et est-ce que aussi il y a des modèles où on pourrait repenser de manière un peu collective, consciente, voire politique, les modèles de production? Et là, je reprends du coup une question qui était liée à qu'est-ce que vous pensez du modèle C'est qui le patron? Où un ensemble de producteurs et de consommateurs se mettent ensemble d'accord sur un cahier des charges, que ce soit sur le prix, le packaging, les normes bio ou pas. Voilà, ce sera peut-être le mot de la fin. Laurie, Thibaut, et ensuite on prend un dernier round de questions. Notamment, on avait plein de gens hyper intéressants qu'on n'a pas eu le temps d'entendre, mais voilà. Système d'organisation, distribution et production collective. Très bien. Du coup, Thibaut, je te laisserai plutôt toi répondre sur c'est qui le patron? Et moi, oui, bah oui, je suis définitivement convaincue que la réponse, elle n'est pas individuelle et isolée, mais elle est collective et politique. Et puis on le voit, hein, parce que le système agricole et le système alimentaire dont on a hérité aujourd'hui, c'est le système qui a été mis en place au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec la fameuse Révolution verte, qui est un système qui dépend à 100% de la mécanisation et des intrants chimiques.
On n'a pas parlé de ça, mais on a aussi, il faut savoir que le système alimentaire actuel, il repose sur le pétrole, donc une énergie bon marché et très efficace. Sauf que le pétrole, en ce moment, je ne sais pas si certains ici s'y intéressent, mais c'est la crise incroyable. Le baril est descendu à son plus bas niveau depuis 2002, à tel point que donc il y a énormément d'exploitation de pétrole qui sont plus rentables. Je pense notamment au sable bitumineux, au pétrole de schiste. Et en fait, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui expliquait déjà en 2019 qu'on allait avoir un pic, toute production confondue de pétrole, en 2025. La dernière fois qu'on a eu un pic de production de pétrole conventionnel, c'était en 2008. En 2008, on a vu ce que ça donnait. Ça donnait des émeutes de la faim dans le monde entier. Et puis, ça a donné la crise financière des subprimes. Les subprimes, c'est juste la petite bulle qui a éclaté, mais c'était un maillon faible parmi d'autres. Ce n'est pas ça qui a causé la crise financière. C'est vraiment la déstabilisation sur le marché du pétrole. Il faut en avoir conscience. Il faut aussi avoir conscience que notre alimentation est toujours étroitement liée au pétrole. Donc, quand on parle de tous redevenir paysans, c'est Philippe Desbrosses d'ailleurs qui avait écrit un livre assez prophétique, entre guillemets, à ce sujet-là. Nous reviendrons tous paysans. Thibaut, tu disais, les gens n'ont pas forcément envie. Moi, je pense très sincèrement qu'on n'est plus dans le fait d'avoir le choix ou pas. Il faut tous qu'on mette la main dans la terre et il faut tous qu'on s'organise pour trouver et soutenir les producteurs à côté de chez nous et mettre en place le plus possible de poches de résilience alimentaire partout, 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 partout. Ça, c'est vraiment primordial. J'ai participé notamment à l'opération Février sans supermarché depuis 3 ans maintenant, depuis 2017, qui a été lancée par le média Helvète envers et contre tout. Et du coup, dans cette opération-là, on a créé des groupes locaux pour chaque région de France, mais aussi pour la Belgique, pour la Suisse. Enfin, voilà, il y a plein de groupes. Et le but, c'est que les gens se rassemblent et se donnent les uns aux autres leurs bons plans sur les cartes interactives que Tinou, tu décrivais, pour acheter soit en circuit court, soit en vente directe à la ferme et ne plus dépendre en fait de l'agroalimentaire parce que moi, je suis convaincue que c'est un système qui nous conduit tous à notre perte et que ça ne vaut même plus la peine de s'y intéresser parce qu'il est tellement sclérosé par ses propres défaillances et ses propres dysfonctionnements qu'il n'aura juste pas le temps de s'adapter et de proposer quelque chose à la hauteur des défis auxquels on fait face en ce moment. Ok, merci beaucoup Laurie. J'en profite pour, il y a des gens, Mélanie, qui demandent s'il y a des livres à recommander pour s'alimenter sur tous ces sujets. Donc, je vous encourage sur le chat à écrire vos références, comme celui de Philippe Desbrosses, Nous redeviendrons paysans, qui est aussi pour moi une super référence. Et on va passer le mic à Thibaut pour qu'il nous parle de sa vision de C'est qui le patron, pour répondre à la question. Je réagis juste à une chose à la fin, je trouve ça intéressant de Laurie. Le février sans supermarché, alors je ne sais pas ce que le cas en France, mais je pose juste la question. En Belgique, apparemment, c'est que finalement, c'est très bien pour les petits indépendants, donc ça c'est chouette. Mais apparemment, la grande distribution ne le sent même pas passer. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais voilà, c'est juste. Enfin, on se rend compte que finalement, on est aussi dans un monde très, très petit entre nous, et c'est ça qui est, enfin, c'est ça qui est difficile. C'est comment Ah on oui, touche tu parles en termes d'impact? Ouais, en termes d'impact, ouais, financier. Oui, non, non, mais alors là, c'est clair, hein, c'est pas pour mettre la grande distribution au mal, c'est pour s'organiser Voilà. autrement. On Voilà. n'est pas naïf, ne t'en fais pas. Voilà, mais bon, bah, moi je trouve ça génial en tout cas. Mais bon, voilà. Et donc, c'est qui le patron? Alors, moi, en fait, c'est difficile d'en parler parce que je suis moins je suis pas dans les produits laitiers. Enfin, on fait pas ça pour l'instant. Et si on se lance là-dedans, ce sera on est un acteur trop petit pour rentrer. Pour rentrer dans les structures de laiterie, etc. C'est un monde que je connais pas encore très bien, qui me paraît aussi assez compliqué. Ils ne font pas que du lait, hein. Ils font des patates, ils font plein d'autres trucs. Hein. Oui, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que ça va sur certains produits spécifiques, clairs. En fait, le problème, c'est comme je disais au début, c'est qu'il n'y a pas de prix juste absolu. C'est que ça dépend de ta taille, ça dépend de ta réalité, ça dépend de la manière dont tu travailles. Et je sais qu'il y a tout un cahier des charges
donc voilà, c'est qui le patron. Donc, moi, je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment ce lien qui se fait entre les deux. Mais le problème, c'est que je ne vois pas encore comment ça pourrait se faire au niveau du maraîchage parce que c'est beaucoup trop complexe. Moi, j'ai des producteurs pour qui me vendre, je vais te donner un exemple, une botte de persil à 85 cents, c'est tout à fait OK. Tandis que l'autre, il doit plutôt la vendre à 1,05. Donc voilà, nous d'ailleurs, on ne met pas, des fois, on a des fluctuations sur la semaine de 20% parce que une fois, on prend chez l'un, une fois, on prend chez l'autre et ce n'est pas lié spécialement au prix. On essaie juste d'aider les producteurs à comprendre un peu le marché et dire écoute, si on met à ce prix-là, moi, ça ne me dérange pas parce que nous, notre marge, elle est liée à ce elle est proportionnelle. Donc moi, je préfère même quand ça vend plus cher. Mais l'idée, c'est de dire écoute, on pense que ça va vendre plutôt si ça dépend, si tu ne dépasses pas ce prix-là. Mais souvent, c'est eux qui connaissent mieux les prix que nous parce que moi, je ne peux pas vraiment comparer avec les autres grossistes de toute façon. Mais donc ça, ouais, voilà, pour ces clients patrons, ce qui serait intéressant, c'est plutôt ça peut fonctionner pour certains produits, mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une solution finale pour tout. Et surtout, c'est que ça met encore la responsabilité sur les consommateurs donc on ne parle pas du gros problème qui est effectivement ce que Laurie disait par rapport à la PAC et toute une série qui est subventionnée. Donc évidemment, si tu mets comme critère dans le prix, que le prix c'est un critère, c'est jamais réaliste parce qu'en fait, ce sont ceux qui travaillent bien qui finalement, eux, doivent payer pour leur certification, pour le reste, etc. Moi, je vais finir sur une dernière chose dont on parle finalement peu. Parce que c'est vrai que nous terroiristes, c'est un côté un peu moins sexy parce qu'on est intermédiaire, on est grossiste, on travaille avec des magasins, etc. Et on parle souvent de tout ce qui est en direct, ou le producteur qui va en direct au consommateur. Alors ça, c'est très très bien quand tu es à la campagne, quand tu es à côté de ton producteur. Mais on est en Europe dans une société, même dans le monde en général, qui vit dans des villes. Et en fait, tout ce problème d'alimentation, ça met en cause ce modèle. Parce que c'est très bien quand tu es un petit maraîcher de nourrir les gens autour de toi, mais comment on nourrit les villes? Et est-ce que tu les nourris avec des gros producteurs, avec un mix de gros et de petits, avec tous des petits maraîchers? Comment tu organises la logistique? Parce que dans le direct, il y a énormément de non-sens en termes de logistique. Moi, je prends l'exemple de Vincent là, qui est dans le call, qui a un super projet qui crée du lien entre des producteurs de viande et des consommateurs. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on est obligé d'avoir des solutions comme ça qui permettent finalement aux consommateurs d'avoir un super produit pour pas trop cher, mais dans un système normal, il faudrait qu'en fait ça suive une certaine logistique optimalisée. Mais on ne peut pas le faire parce que ça rendrait le prix final plus élevé, j'aime pas dire trop cher, plus élevé et donc personne ne l'achèterait. Et je pense que c'est ça le questionnement aussi qu'il faut se poser, c'est dire comment on nourrit les villes et aller plus loin que dire on fait de l'agriculture urbaine. Voilà, ça c'est vraiment anecdotique. C'est comment on nourrit les villes et pour ça, ça dépend finalement de ce que la population veut faire. Donc, c'est là où ça devient un peu politique. Oui, tout est politique, mais même, on en parlait pas mal. Donc, j'anime un petit programme qui s'appelle Réaction. Et en fait, les gens disent, en fait, on ne peut pas acheter le bio, c'est trop cher. Mais en fait, si on sait que le bio de supermarché, si c'est acheter des haricots verts congelés hors saison en petit packaging, acheter du bio, c'est aussi manger moins carné, manger moins gaspiller. Et qu'en fait, tu peux t'y retrouver. Hein. Moi, ma mère qui est assistante sociale, en gros, qui a accompagné des femmes seules avec enfants au RSA, en gros, son travail d'assistante sociale, elle leur apprenait à faire à la cuisine. Et en fait, quand tu n'achètes pas des produits transformés, donc en fait, voilà, même cuisiner devient un fait politique et il faut tout changer, quoi. Il faut changer le gouvernement, la PAC, les réseaux de distribution, notre manière de consommer, notre peur de travailler, d'aller à la terre. Enfin, il faut tout changer. Je me trompe Mais pas, on est nombreux à vouloir changer de gouvernement en France. Malheureusement, il est déjà 10h59, donc on ne va pas avoir le temps de tout aborder. On aurait pu parler d'agriculture urbaine avec Paola Minier, on aurait pu parler de Has-Been, on aurait pu parler de Beefsteak, de tous ces gens géniaux qui nous ont rejoints. Mais ce que je propose, c'est que tout simplement, vous pouvez m'envoyer un mail sur antoine@makesense.org et on peut organiser un autre débat sur un autre sujet, peut-être plus spécifique encore. Voilà, on peut faire des émissions toutes les semaines. Donc moi, j'en profite pour vous dire qu'avec Make Sense, on veut lancer un programme un peu viral. En fait, il y a plein de gens qui sont confinés chez eux et qui ont envie d'être solidaires. Et donc, que ce soit pour aider les seniors isolés, venir en aide au personnel soignant autrement qu'en leur faisant des applaudissements, aider les personnes dans le besoin. Et on a lancé un programme sur l'agriculture.
Donc, c'est des actions très simples à la portée de tous. Ça va passer de je trouve un réseau de distribution alternatif près de chez moi, ou s'il n'existe pas, je me renseigne sur les annulations de marché, je regarde la liste des producteurs, je les contacte, je monte un petit drive fermier. Ça va passer par je renseigne des bases de données, je rejoins, je soutiens un agriculteur sur Mimosa, par exemple, en le soutenant financièrement, ou je commence à me former pour devenir moi-même, pour envisager de devenir saisonnier dans une semaine, 2 semaines ou un peu plus. Ce programme, du coup, il va être animé par des bénévoles. Il est en cours. On a fait le premier test cette semaine. Et juste pour vous donner un petit aperçu, par exemple, sur les autres thématiques, on a réussi à avoir des petits rendus un peu sympas. On a contacté plein d'EHPAD pour faire des mises en relation téléphoniques pour les seniors isolés. On a livré des masques, des tabliers, des kits d'hygiène pour des SDF. Donc voilà, ça s'appelle le programme Réaction. Vous pouvez le trouver sur nextsense.org. Et surtout, à la suite du programme Réaction, il y a plein de petits débats comme ça en continu. Demain, on a Camille Labro qui a organisé un drive fermier avec ses voisins et ses voisines. Samedi, on a Victor qui va nous expliquer c'est quoi le projet chantier écologique massif qui va être lancé par Etika Mondo. Il y aura des cours de permaculture et puis on pourra organiser plein d'autres débats ensemble parce que moi, je suis encore un peu sur ma faim là. Il y avait plein de sujets que je voulais aborder. Malheureusement, on n'a pas de temps. Antoine, il y a quelqu'un qui proposait de faire un mot quand même un peu réjouissant. Oh, merci Thibaut, j'allais exactement dire ça. Moi aussi, je voulais faire ce petit mot réjouissant. Donc, pour ma part, je voulais juste dire que déjà, ce qui est réjouissant, c'est qu'on ait des moments comme celui-ci. Donc, on ait cette discussion. Ce qui est réjouissant, c'est que finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vidé les champs de nos maraîchers, ce qui était jamais. Moi, j'en ai un avec qui je travaille beaucoup qui m'a dit en général, il y a 20-30% qu'on doit broyer, qu'on remet à la terre, ce qui est entre nous pas trop mal non plus de remettre un peu tout ça dans la terre. Mais entre guillemets, là, il a tout vidé. Donc, finalement, c'est un peu des bullshit jobs en moins, mais un peu plus de travail pour des gens dans les champs. Maintenant, voilà, pour les côtés positifs. Maintenant, je sais que c'est de l'instantané, ça ne parle pas de ce qui va se passer au mois de novembre, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui se passent et ça donne peut-être du sourire aussi aux producteurs. Et en plus, la météo est très bonne depuis un mois, donc ça c'est cool. Un peu sèche pour moi quand même. Ouais. Vas-y. Et du coup, alors moi, pour le petit mot réjouissant, c'est que on est plusieurs à avoir noté qu'il y a plein de monde qui profite du confinement pour faire des potagers et justement pour prendre le temps de s'interroger sur le pourquoi du comment et fabriquer et d'où vient leur nourriture. C'est le gros avantage du confinement. On n'a que ça à faire pour certains, attention, pas pour ceux qui travaillent malheureusement et qui sont envoyés en première ligne, mais de cuisiner et de s'approvisionner. Ça devient même la sortie souvent de la semaine et c'est quand même beaucoup plus sympa d'aller voir son AMAP ou son fermier que son supermarché, on ne va pas se mentir. Du coup, pour moi, le mot réjouissant, c'est que cette espèce de crise sanitaire qui nous arrive dessus, c'est l'excellente occasion de mettre un grand coup de frein à l'emballement sociétal qu'on était tous en train de subir et de vraiment faire table rase de ce qui ne va pas pour construire ce qui ira mieux. Du passé, faisons table rase. Laurie est rédac-chef de La Relève et la Peste, qui est un journal très engagé. Normalement, si vous allez sur la page de l'événement, vous verrez tous les articles qu'elle a écrits sur l'agriculture et notamment sur l'agriculture en temps de Covid. Vous pouvez donc, si vous avez envie de m'aider à organiser une prochaine… Oui. Pardon, il n'y a pas tous les articles que j'ai écrits parce que j'en écris 3 par semaine quand même. Du coup, non, il y a juste une petite sélection que j'avais fait pour l'événement. Et j'en profite pour aussi dire que ce soir à 18h, on fait un live avec Greenpeace France, Réseau Action Climat et notre choix sur le secteur aérien qui essaye de récupérer des subventions publiques pour ne pas faire faillite. Et donc, on va parler de ça et interroger ensemble pourquoi ne faut-il pas sauver le secteur aérien. Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, c'est à 18h ce soir. Super. Merci beaucoup à Thibaut, merci Laurie, merci pour toutes vos questions. Donc, le live est enregistré. Normalement, dès que j'ai fini, je vous l'envoie par mail. Donc, checkez vos mails @nextsense.org
ou alors allez regarder sur la page Make Sense France. Il y a une question, 18h, c'est sur quelle plateforme, Laurie? Tu peux l'écrire, tu peux mettre le lien sur le chat? Sur la page Facebook de la Relève et la Peste, tout simplement. Ok, sur la page Facebook de la Relève et la Peste. Super. Et sachez, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, les références de bouquins, les liens et tout ça, que dans le live, enfin dans le replay, vous aurez aussi accès au chat pour pouvoir retrouver les références. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Si vous avez envie d'organiser la prochaine atelier sur alimentation pendant le Covid et post-Covid, n'hésitez pas à me contacter antoine@makesense.org. À bientôt. Et À bientôt. merci beaucoup Antoine pour cet événement super. Merci. Grand plaisir. Ciao. J'étais ravi de vous voir, et l'un et l'autre. Oui, Au c'est revoir. sympa. Et ravi de te rencontrer Thibaut et ravi à tout le monde. aussi. Merci d'avoir participé. Merci.